Le meurtre de Roger Ackroyd, chapitre 3. L'amateur de courges. Au déjeuner, j'avertis Caroline que je dînerais à Fernley. Elle ne souleva aucune objection, bien au contraire. C'est parfait, tu vas tout savoir. Au fait, qu'est-ce qui cloche avec Ralph? Avec Ralph, m'étonnai-je, mais rien du tout. Alors pourquoi n'est-il pas à Fernhill Park? Et que fait-il aux trois marcassins? Je ne mis pas une seconde en doute l'affirmation de Caroline. Si elle déclarait que Ralph Patton séjournait à l'auberge du village, il ne pouvait être ailleurs. Sous le coup de la surprise, je faillis à ma règle d'or, toujours garder mes informations pour moi. Ackroyd m'avait dit qu'il était à l'ombre, observai-je. Tiens donc, fit Caroline dont le nez remua, signe qu'elle méditait le renseignement. Il est arrivé hier aux Trois Marcassins et il y est toujours. Hier soir, il est sorti avec une jeune fille. La nouvelle ne m'étonna guère. Ralph sortait pratiquement chaque soir avec une fille. Mais qu'il ait choisi King's Abbot pour théâtre de ses ébats me donnait à réfléchir. La capitale est tellement plus amusante. Je m'informai. Avec une des employées? Non, justement. Il a rejoint cette jeune fille en ville et j'ignore qui elle est. Pénible aveu dans la bouche de Caroline. Mais je peux deviner, enchaîna-t-elle inlassable. J'attendis patiemment la suite. C'était sa cousine, cela va de soi. Flora Ackroyd, m'exclamai-je ébahi. Naturellement, Flora Ackroyd et Ralph Patton n'ont aucun lien de parenté, mais ce cousinage est tacitement admis par tous. Il y a si longtemps que Ralph est considéré comme le fils de Roger Ackroyd? Flora Ackroyd, répéta ma sœur. Mais pourquoi n'est-il pas allé à Fernley s'il voulait la voir? Parce qu'ils sont fiancés, énonça Caroline en savourant chaque mot, secrètement. Et comme le vieil Ackroyd ne veut rien savoir, ils sont obligés de se cacher. Je distinguai de nombreuses failles dans la théorie de Caroline, mais m'abstins de les relever. Une remarque anodine sur notre nouveau voisin me servit d'échappatoire. Les Mélèzes, la maison mitoyenne, étaient occupée depuis peu par un inconnu. Et Caroline, à son grand dépit, n'avait strictement rien pu apprendre sur lui, sinon qu'il était étranger. Son service de renseignement avait fait chou blanc. Cet homme doit se faire livrer du lait, des légumes, de la viande et quelquefois du poisson comme tout le monde. Mais aucun des fournisseurs concernés ne semble avoir obtenu la moindre information à son sujet. Ce serait un certain Monsieur Porot, nom qui recèle un je ne sais quoi d'invraisemblable. La seule chose dont nous soyons sûrs, c'est qu'il s'adonne à la culture des courges. Mais ce n'est pas ce genre de détails qui intéresse Caroline. Elle veut savoir d'où il vient, ce qu'il fait dans la vie, s'il est marié, comment est ou était sa femme, s'il a des enfants, le nom de jeune fille de sa mère, etc. À mon avis, l'inventeur du questionnaire des passeports devait avoir un caractère assez proche de celui de ma sœur. Ma chère Caroline, déclarai-je, je n'ai aucun doute sur la profession qu'exerçait notre voisin. C'est un coiffeur à la retraite, il n'y a qu'à voir sa moustache. Caroline réfuta mon opinion. Elle soutint que si l'homme avait été coiffeur, il n'aurait pas les cheveux plats mais ondulés, comme tous ses pareils. Je nommai plusieurs coiffeurs de ma connaissance qui avaient les cheveux plats, mais elle refusa de se laisser convaincre. Je n'arrive pas à le situer, dit-elle d'un ton serré. L'autre jour, je lui ai emprunté quelques outils de jardinage. Il s'est montré parfaitement courtois, mais je n'ai rien retiré. J'ai fini par lui demander tout net s'il était français. Il a répondu que non, et je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus osé le questionner. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il s'exprime dans un anglais invraisemblable et que son accent est à couper au couteau. Notre mystérieux voisin commence à m'intéresser sérieusement. Un noble capable de river son clou à Caroline et de la renvoyer bredouille, comme la reine de Saba, ne doit pas, quel que soit son accent et ses faiblesses linguistiques, être n'importe qui. Je crois qu'il possède un de ces nouveaux aspirateurs à poussière, annonça-t-elle. Je compris qu'elle méditait déjà de l'emprunter, bon prétexte pour s'informer davantage. Je vis son œil s'allumer à cette perspective et en profiter pour m'esquiver dans le jardin. J'ai un certain goût pour le jardinage, et je m'appliquais à arracher des pissenlits quand un cri d'avertissement retentit tout près de moi. Un objet pesant me frôla les oreilles et s'écrasa à mes pieds dans un gargouillis répugnant. Une courge! Je levai la tête furibond. Un visage se montra par-dessus le mur sur ma gauche. Un crâne en forme d'œuf partiellement planté de cheveux d'un noir suspect, une invraisemblable moustache et une paire d'yeux scrutateurs. C'était notre mystérieux voisin, Monsieur Porot. Il se confondit en excuses. Mille regrets, monsieur, je suis absolument impardonnable. Cela fait quelques mois que je m'adonne à la culture des curcubitacées. Et voilà que ce matin, je les ai prises en aversion et je les envoie promener en pensée et en action. J'ai donc empoigné la plus grosse et je l'ai jetée par-dessus le mur. Je suis affreusement confus, monsieur. J'implore votre pardon. Ma colère ne résista pas à ce déluge d'excuses. Après tout, ces malheureux légumes ne m'avaient pas touché. L'essentiel était que notre nouveau voisin ne prit pas goût au lancement des cucurbitacées par-dessus les murs. J'espérais simplement que ce ne serait pas le cas. C'était là un procédé qui ne pouvait faciliter nos rapports de voisinage. L'étrange petit homme parut déchiffrer mes pensées. Rassurez-vous, s'exclama-t-il, je n'ai pas pour habitude d'ingérer ainsi. Mais trouvez-vous croyable, monsieur, qu'un homme se donne tant de mal pour atteindre un certain objectif, à savoir le moment où il pourra s'occuper de ses loisirs à sa guise, qu'il sue sang et eau pour y parvenir, et qu'une fois ce but atteint, il regrette le bon vieux temps et les activités qu'il se croyait si heureux d'abandonner?
Oui, répondis-je après réflexion. J'estime le phénomène assez fréquent. Il se peut même que ce soit mon cas. Il y a 1 an, j'ai fait un héritage suffisant pour me permettre de réaliser un vieux rêve. Voyager, voir le monde. Eh bien, comme je vous l'ai dit, cela date d'1 an et j'en suis toujours là. Le petit homme hocha la tête. Les chaînes de l'habitude. Nous travaillons en vue d'un but précis et celui-ci atteint, nous découvrons à quel point notre tâche quotidienne nous manque. Et notez bien, monsieur, que mon travail était particulièrement intéressant, le plus intéressant qui soit au monde. Dans un accès d'humeur carolinienne, et résolu à lui pardonner ses gallicismes, je l'encourageai à poursuivre. Ah oui? Je parle de l'étude de la nature humaine, monsieur. Certes, approuvai-je avec bienveillance. Plus de doute, c'était un coiffeur à la retraite. Qui mieux que les coiffeurs connaît les secrets de l'humaine nature? Et j'avais aussi un ami, un vieux compagnon de route. Il m'était très cher, bien qu'il se montrât parfois d'une sottise à faire peur. Croirez-vous que je le regrette jusqu'à sa stupidité, sa naïveté, sa rectitude morale, le plaisir que je prenais à l'étonner et à l'enchanter par mes remarquables talents? Tout cela me manque plus que je ne saurais dire. Il est mort, m'informai-je avec une mine de circonstance. Non, et la vie lui réussit, mais il est à l'autre bout du monde maintenant, en Argentine. En Argentine, répétai-je avec envie. J'ai toujours désiré connaître l'Amérique du Sud. Je soupirai, levai les yeux et rencontrai le regard compatissant de M. Porot. Un petit homme très compréhensif, semblait-il. Comptez-vous y aller? Je secouai la tête en soupirant de plus belle. J'aurais pu y aller il y a 1 an, mais j'ai agi comme un idiot et même pire. Je me suis montré trop gourmand et j'ai lâché la proie pour l'ombre. Je comprends, dit M. Porot. Vous avez spéculé? J'approuvai, l'air maussade, mais secrètement amusé. C'était plus fort que moi. Ce ridicule petit homme arborait une mine si solennelle, et son langage fleuri s'émaillait de tournures si surprenantes. Sa question me prit totalement au dépourvu. Pas sur les pétroles panthères. J'ouvris des yeux effarés. À vrai dire, j'y avais songé. Mais j'ai finalement obtenu pour une mine d'or dans l'ouest de l'Australie. Mon voisin m'observait d'un air bizarre, dont le sens m'échappait totalement. C'est le destin, déclara-t-il enfin. Comment cela, le destin? Demandai-je avec humeur. Il était écrit que je deviendrais le voisin d'un homme qui s'intéresse de près au pétrole du Porc-Épic et aux mines d'or d'Australie occidentale. Vous n'auriez pas un faible pour les chevaux Burn, par hasard? Je le regardai bouche bée, et il éclata de rire. Mais non, je ne perds pas la tête, soyez tranquille, et ma question était ridicule. L'ami dont je vous ai parlé était jeune. Il croyait à la bonté des femmes et les trouvait toutes belles ou presque. Mais vous êtes un homme mûr, vous, un médecin. Vous connaissez la folie et la vanité de la plupart des choses de la vie. Et puisque nous sommes voisins, je vous prie d'accepter ma plus belle courge et de l'offrir à votre charmante sœur. Il se pencha et se releva en exhibant pompeusement un gigantesque spécimen du genre, que j'acceptai avec toute la solennité requise. Eh bien, reprit le petit homme avec chaleur, voici une matinée bien employée, puisque j'ai fait la connaissance d'un homme qui me rappelle un ami lointain. Au fait, j'aimerais vous poser une question. Vous devez connaître tout le monde dans ce petit village. Qui donc est ce beau garçon brun aux yeux noirs qu'on voit passer le nez au vent et le sourire aux lèvres? Cette description ne laissait aucune place au doute. Ce doit être le capitaine Ralph Patton. Je ne l'ai jamais vu ici. Non, cela fait un certain temps qu'il n'est pas venu. C'est le fils de M. Ackroyd de Fernley Park, ou plutôt son fils adoptif. Mon voisin esquissa un geste d'impatience. Mais bien sûr, j'aurais dû m'en douter. M. Ackroyd m'en a souvent parlé. Vous connaissez M. Ackroyd? M'écriai-je, quelque peu surpris. M. Ackroyd a eu l'honneur de faire ma connaissance à Londres à l'époque où j'y exerçais. Mais je l'ai prié de ne pas révéler ma profession aux gens du pays. Je vois, commentai-je, plutôt amusé parce qu'il me parut une prétention sans borne. Mais le petit homme enchaîna plein d'importance. Mieux vaut garder l'incognito, je n'aspire pas à la notoriété. Je n'ai même pas pris la peine de corriger la façon dont les gens écorchent mon nom par ici. Vraiment, hasardai-je, ne sachant trop que dire. Monsieur Porot reprit d'une voix songeuse. Le capitaine Ralph Patton. Ainsi, il est fiancé à la nièce d'Ackroyd, la charmante Miss Flora. Qui vous en a parlé? Demandai-je ébahi. Monsieur Ackroyd, il y a une semaine environ. Il est enchanté. Lui qui désirait depuis si longtemps que cela se finit ainsi. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je pense même qu'il a exercé une certaine pression sur le jeune homme, ce qui n'est jamais très sage. Un homme devrait se marier par inclination, et non pour plaire à un beau-père dont il espère hériter un jour. Je ne savais plus que penser. Je voulais mal Ackroyd prendre un coiffeur pour confident et discuter avec lui du mariage de sa nièce et de son beau-fils. Certes, Ackroyd fait montre d'une extrême bienveillance envers les classes inférieures, mais il n'en possède pas moins le sens aigu de sa dignité personnelle. Je commençais à me demander si ce Porot était réellement coiffeur. Et pour dissimuler ma gêne, je saisis le premier prétexte qui me vint à l'esprit. Qu'est-ce qui a bien pu attirer votre attention sur le Ralph Patton? Sa bonne mine? Non, pas seulement cela, bien qu'il soit particulièrement beau pour un Anglais. Un véritable Apollon, comme on dit dans les romans. Non, il y a chez ce jeune homme quelque chose qui m'échappe. Il prononça ces derniers mots sur un ton rêveur qui me laissa une impression indéfinissable. Un peu comme s'il jugeait Ralph à la lumière d'un savoir personnel que je ne pouvais partager. Et ce fut sur cette impression que je restai, car, à cet instant, Caroline m'appela de la maison. Je rentrai pour trouver ma sœur le chapeau sur la tête.
de toute évidence à l'arrivée du village. Elle attaqua sans préambule. « J'ai rencontré M. Ackroyd. »« Ah bon ?» Naturellement, je l'ai arrêté au passage, mais il semblait vraiment très pressé. Il ne tenait plus en place. Sur ce point, elle avait sûrement raison. Elle avait dû lui faire le même effet que Miss Gannett un peu plus tôt, même en pire. On se débarrasse moins aisément de Caroline. Je l'ai aussitôt questionné au sujet de Ralph, et il est tombé des nues. Il ignorait totalement qu'il était en ville, et m'a même dit que je devais me tromper. Me tromper, moi? Ridicule, il devrait mieux te connaître. Et là-dessus, il m'a annoncé que Flora et Ralph étaient fiancés. Je le savais, m'écriai-je, assez fière de moi. Et qui te l'a dit? Notre nouveau voisin. Caroline connut un instant d'indécision manifeste. Pendant 1 ou 2 secondes, elle hésita, comme la boule de la roulette vacillait entre 2 cases, puis repoussa l'appât. J'ai dit à M. Ackroyd que Ralph était descendu aux 3 marcassins. Caroline, il n'était jamais venu à l'esprit que tu pouvais faire beaucoup de mal en parlant à tort et à travers? Que me chantes-tu là? Les gens ont le droit de savoir, et je considère de mon devoir de les avertir. M. Ackroyd m'en a été extrêmement reconnaissant. Et ensuite, commençai-je, voyant venir d'autres révélations. À mon avis, il est allé tout droit aux 3 marcassins. Et s'il l'a fait, il n'y a pas trouvé Ralph. Ah non? Non, parce qu'en revenant par le bois, Et en venant par le bois, toi? Caroline eut le bon goût de rougir. Il faisait si beau, s'exclama-t-elle. J'ai eu envie de faire un petit tour. La forêt est superbe à cette époque-ci, avec toutes ses teintes automnales. Caroline n'éprouve pas le moindre intérêt pour la forêt, quelle que soit la raison. Pour elle, ce n'est qu'un endroit où on se mouille les pieds, où on court après le risque de recevoir toutes sortes de choses déplaisantes sur la tête. Non, c'était bel et bien l'instinct de la mangouste qui l'avait conduite jusqu'à notre forêt communale. Dans les environs, c'est la seule cachette possible pour 2 jeunes gens qui souhaitent se parler sans être vus par tout le village. Et elle jouxte le parc de Fernley. Eh bien, continue. Donc je rentrai par le bois quand j'ai entendu des voix. Ici, Caroline fait une pause. Et alors? L'une d'elles était celle de Ralph Patton, je l'ai reconnue tout de suite. L'autre était celle d'une jeune fille. Je n'avais pas l'intention d'écouter, bien sûr. Bien sûr que non, ironisai-je ouvertement. En pure perte pour Caroline, cela va de soi. Mais je n'ai pu m'empêcher d'entendre. La jeune fille a dit quelque chose dont je n'ai pas compris, et Ralph lui a répondu, furieux semble-t-il. Enfin, mon petit, tu ne vois donc pas qu'il va me couper les vivres, et pour de bon. J'ai lassé sa patience depuis quelques années, mais cette fois la mesure est comble, et nous ne pouvons pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Je roulerai sur l'or quand le vieux passera l'arme à gauche. Il est aussi pingre qu'on le dit, mais il est riche comme Crésus, et je ne tiens pas à ce qu'il modifie son testament. Alors laisse-moi faire, et ne te tracasse pas. Voilà exactement ces paroles, je m'en souviens parfaitement. Par malheur, juste à ce moment-là, j'ai marché sur une branche morte, ou je ne sais quoi, alors ils ont baissé la voix et se sont éloignés. Comme il n'était pas question que je les suive, je n'ai pas pu savoir qui était la jeune fille. De quoi être vexé. Mais j'imagine que tu t'es précipité aux 3 marcassins, où tu t'es senti mal, et tu allais au bar demander un verre de cognac, histoire de vérifier si les 2 serveuses étaient à leur poste. Cette jeune fille n'était pas une serveuse, déclara sans hésiter Caroline. Je suis même presque certaine que c'était Flora Ackroyd, sauf que cela ne tient pas debout. Mais si ce n'est pas Flora, alors qui ? Ma sœur passa rapidement en revue les jeunes célibataires du voisinage, pesant le pour et le contre en étayant chaque hypothèse d'une avalanche de bonnes raisons. Mais quand elle s'interrompit pour reprendre haleine, je murmurai une vague excuse concernant un patient à voir et m'éclipsai. Ralph avait déjà dû recagner les 3 marcassins et je comptais m'y rendre moi-même. Je connaissais très bien Ralph Patton, sans doute mieux que personne à King's Abbot, car j'avais bien connu sa mère et cela m'aidait à comprendre certains aspects de son caractère qui déroutaient bon nombre de gens. Ralph était, dans une certaine mesure, une victime de l'hérédité. Sa mère ne lui avait pas transmis son fatal penchant pour la boisson, mais n'en décelait en lui une certaine faiblesse de caractère. Et comme l'avait souligné mon nouvel ami le matin même, il était singulièrement beau. Un bon 1,80 m, des proportions parfaites, la souple aisance d'un athlète et aussi brun que sa mère. Avec cela, son visage avenant, hâlé par le soleil et toujours prêt à sourire, Ralph Patton possédait le charme inné des êtres créés pour séduire. Très dépensier, il ne se refusait rien et ne respectait rien, mais n'en était pas moins aimable et ses amis ne juraient que par lui. Serais-je en mesure de l'aider? J'osais le croire. Aux 3 marcassins, on m'apprit que le capitaine Patton venait de rentrer. Je montai à l'étage et entrai dans sa chambre sans me faire annoncer. Après ce que j'avais vu et entendu, je craignais un instant d'être mal reçu, mais je m'inquiétais à tort. « Tiens, Shepard, ravi de vous voir. » Il s'avança vers moi, la main tendue, le visage ouvert et souriant. La seule personne de ce maudit patelin que je sois heureux de rencontrer. Je haussai les sourcils. « Qu'avez-vous donc contre les gens du pays ?» Ralph eut un rire contraint. « C'est une longue histoire, docteur. Les choses ont mal tourné pour moi. Mais d'abord, si nous prenions un verre. »« Volontiers, merci. » Il alla sonner, revint vers moi et se jeta dans un fauteuil. « Autant vous le dire carrément, annonça-t-il d'un air sombre. Je suis dans de sales draps. En fait, je ne vois pas du tout comment m'en sortir. »« Quel est le problème » demandai-je avec sympathie. « C'est mon satané beau-père. »« Qu'a-t-il donc fait ?»«
Oh, ce n'est pas ce qu'il ait fait qui m'inquiète, mais ce qu'il va sans doute faire. Un domestique se montra et reçut la commande de Ralph. Après son départ, le jeune homme demeura prostré dans son fauteuil, le visage fermé. C'est donc si grave que cela demandai-je. Je suis au bout du rouleau cette fois-ci, se contenta-t-il de dire. Le ton inhabituel de sa voix avait une résonance sincère. Il en fallait beaucoup pour lui faire perdre son insouciance. En fait, reprit-il, je ne sais plus où j'en suis, et que je sois pendu si je m'en sors. Si je pouvais vous aider, hasardai-je timidement, mais il secoua énergiquement la tête. C'est très chic de votre part, docteur, mais je ne veux pas vous entraîner là-dedans. Je dois me débrouiller tout seul. Il garda le silence pendant quelques instants, puis répéta d'une voix légèrement changée. Oui, je dois me débrouiller tout seul.